Moneta Multicaps reste l'une des références absolues des fonds actions françaises et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir son gérant Romain Burnand. Romain, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, Moneta Multicaps, c'est un fonds, je le rappelle, composé à 50% de grande capitalisation. C'est un fonds référent, je le disais, tout simplement parce qu'il est le meilleur de la catégorie Action France Grande Cap sur 5 ans, avec une performance cumulée qui tutoie les 100% pour une performance annualisée de 14,42% quand la catégorie ne fait que de 8,94% par an. Fonds référence, je le répète, car il a réussi depuis sa création en 2006 à occuper continuellement le haut des palmarès, ce qui a été encore le cas en 2014 puisqu'il a fini dans le top 10. Néanmoins, Romain, quand vous nous aviez rendu visite en novembre 2014, Moneta Multicaps était encore le meilleur fonds de sa catégorie sur 3 ans. Il ne l'est plus. Sur 1 an, il est également distancé. Et depuis le début de l'année, Moneta Multicaps, qui nous a si longtemps habitués à une surperformance chronique, fait à peine mieux que sa catégorie. Alors vis-à-vis de fonds qui n'ont pas votre historique, on ne trouverait absolument rien à redire, mais rançon de l'excellence à laquelle vous nous avez accoutumés, on s'étonne. Qu'est-ce qui fait, Romain, que Moneta Multicaps ne se détache plus avec la même facilité en ce moment ? C'est difficile à répondre, Vincent, parce qu'en fait, quand on se détache, on est content des positions qu'on a, on n'est pas forcément mécontent des positions qu'on a prises et qu'on a eues sur le début de l'année. On pourrait dire une réponse de facilité, on a peut-être pris moins de risques, mais je ne suis pas sûr que... Je pense qu'on prend structurellement moins de risques que l'ensemble du marché, et ça se voit dans les périodes de baisse. C'est vrai que parfois, quand il y a des décalages à la hausse, on a été dans le passé parfois un peu à la traîne. C'est plus dans les marchés incertains qu'on peut parfois se détacher. Je pense qu'il n'y a pas de règle, et donc c'est comme ça. On n'a pas un style marqué, c'est-à-dire on n'est pas vraiment grosse, on n'est pas vraiment purement value. Peut-être un style a mieux marché que l'autre cette fois. En tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est d'être bon sur la durée. Et donc, tant mieux si on l'est sur la durée, sur 5 ans, et depuis l'origine. Et il n'y a pas eu donc d'accident particulier durant cette période entre novembre 2014, l'époque où vous nous avez rendu visite, et aujourd'hui donc. Alors, visiblement non, puisque de toute façon, on est visiblement en ligne avec nos collègues. Donc, il n'y a pas eu de coup de génie particulier alors. Comment vous sentez le marché, Romain ? On dit que vous êtes un analyste hors pair, ça tout le monde s'accorde à le reconnaître. On dit également que vous êtes un boursier qui sent très très bien le marché. Comment vous sentez ce marché aujourd'hui ? Aujourd'hui, le marché est entre deux eaux. C'est-à-dire on est dans une période où les valeurs qui sont les valeurs sans contestation, les belles valeurs internationales, les LVMH, les L'Oréal, les Danone, sont plus ou moins à leur prix depuis longtemps. Elles sont très largement au-dessus de leur plus haut de 2007. Elles ont bénéficié de tous les ressorts de la mondialisation, de l'internationalisation de leur métier. Et finalement, elles dépendent assez peu de l'Europe. Et puis vous avez toute l'autre partie de la cote, qui sont les valeurs plus domestiques, qui sont des valeurs domestiques zone euro, je dirais, qui sont les banques, par exemple, qui sont clairement plus domestiques France. Vous avez des sociétés de services publics, les EDF, les GDF. Vous avez des sociétés de transport qui, elles, sont à des niveaux de valorisation et de rentabilité plutôt nettement inférieurs au pic, nettement inférieurs encore pour certaines d'entre elles à des niveaux de rentabilité juste normaux pour couvrir leur coût du capital. Et là, les valorisations sont elles aussi nettement inférieures à leur niveau de 2007 qui était leur pic. Donc on a vraiment un marché à deux jambes. Nous sommes plutôt sur la deuxième jambe du marché, donc les sociétés qui ont souffert, dont la valorisation est attractive, mais qui dépendent aussi beaucoup de la croissance de la zone euro. Donc vous êtes un peu plus value en ce moment ? Alors on a toujours été en moyenne tout petit peu plus value que grosse. Enfin, on n'aime pas parce que le terme value est défini de manière tellement différente en fonction des gens. Donc on n'aime pas s'inscrire dans... On raisonne vraiment cas par cas. Mais en tout cas, le marché dans son ensemble, il a ses deux pôles et en fonction de la force de la croissance ou l'absence de croissance de la zone euro, le marché ira bien ou ira nulle part. Alors justement, puisque vous êtes plutôt sur des valeurs qui ont un certain retard en termes de valorisation et même de rentabilité, vous espérez donc un redémarrage de l'économie. Est-ce que ça vous incite à surpondérer par rapport à votre norme historique les petites et moyennes capitalisations qui généralement se distinguent dans les phases où le cycle redémarre ? Aujourd'hui, on est à peu près pondéré de la même manière entre les petites et moyennes. Les grandes représentent la moitié du fonds, les moyennes un tiers et les petites 10%, le reste étant des liquidités.
On trouve aussi beaucoup de grandes dont la rentabilité n'est pas optimale. Donc c'est bien sûr le cas des banques. Ça peut être aussi les cas de sociétés de qualité, mais qui ont eu des parcours difficiles ces dernières années. C'est le cas de Danone, qui est une de sociétés qu'on a achetée au cours de l'année, qui représente aujourd'hui 4% du fonds. Et c'est une société dont on estime que la rentabilité est inférieure à ce qu'elle devrait être. Et en partie pour des raisons liées à la société, en partie pour des raisons pas de chance. Alors donnez-nous un petit peu des détails pour qu'on comprenne Des bien. détails liés à la société. Le Danone était très fort, par exemple, en Europe, en Espagne, où sa part de marché était très importante, ses marges colossales. Et la crise européenne et la crise en Espagne ont fait que cette poche de surrentabilité a été affectée. Danone est aussi fort dans le lait infantile en Asie, et notamment en Chine. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, un de ses fournisseurs a fait une fausse alerte de fourniture de poudre de lait de mauvaise qualité. C'était finalement une fausse alerte, mais c'est quelque chose qui a fortement réduit les ventes et pénalisé l'image de Danone sur ce marché. Donc Danone aujourd'hui redémarre. Autre phénomène contrariant contre Danone passé ces 2 dernières années, la hausse du prix du lait. Donc hausse du prix du lait, hausse du prix des matières premières, donc difficulté soit à la répercuter, si on la répercute, baisse des volumes de vente, si on ne la répercute pas forcément, légère baisse des marges. Donc ces 3 facteurs qui sont, on peut dire, en partie indépendants de la stratégie, de la volonté de Danone, qui l'ont affecté. Et on espère que si ces 3 facteurs se neutralisent juste, on aura une progression de la rentabilité et éventuellement une revalorisation du cours. Donc ça, Danone, c'est plutôt une société extraordinaire aujourd'hui, à prix, j'ose pas dire ordinaire, parce que le prix n'est pas vraiment ordinaire, c'est un PE de 20 en apparence, mais sur une base de rentabilité quand même un peu faible actuellement. Donc avec l'espoir que ça se redresse et que le scénario euro se redéveloppe. Alors on va revenir un peu plus en détail sur le portefeuille, mais avant, je reviens au marché. Est-ce que vous, le boursier d'expérience que vous êtes, se dit, comme on l'entend assez souvent aujourd'hui, finalement sur les actions, il ne peut pas arriver grand-chose tant que la BCE est au soutien et on sait qu'elle va le rester pendant de longs mois? Alors, j'aime pas ces raisonnements trop simples parce que c'est pas forcément un raisonnement faux. On sait qu'on est dans un univers qui reste quand même un univers assez changeant. Vous avez vu l'évolution du prix du pétrole, l'évolution des taux d'intérêt, des consensus très forts à la poursuite de la baisse des taux d'intérêt qui sont trouvés totalement inversés, des consensus très négatifs sur la croissance en euros qui sont trouvés inversés. Donc on est plutôt adepte d'un portefeuille équilibré actuellement, c'est-à-dire de ne pas avoir des paris implicites trop forts et ne pas constituer par une stratégie de création de portefeuille valeur par valeur des biais trop forts par rapport à ces variables macroéconomiques qui changent beaucoup. Donc notre volonté alors on est plus exposé quand même à l'économie domestique, je dirais un peu par biais normal de chercher des valeurs un peu moins chères. Mais on veut éviter d'avoir des paris implicites macroéconomiques qui soient forts parce qu'on sait que les choses changent très vite. Donc vous restez tout de même relativement prudent, finalement. On reste correctement prudent. Oui. Est-ce que dans les thématiques qui ont animé le portefeuille, on a eu des changements majeurs ces derniers mois? On a eu des changements importants, effectivement. On a eu, et c'était souvent notre idée de fin d'année dernière, de dire le marché immobilier est en retard par rapport à l'ampleur de la baisse des taux. La baisse des taux, finalement, en début d'année, avec le quantitative easing, la BCE, a été beaucoup plus profonde que prévu. Et du coup, les valeurs immobilières qui étaient en retard par rapport à cette baisse des taux ont monté comme des champignons, en tout cas les plus liquides d'entre elles. Donc c'est un pari qui a marché. C'est un pari qui a marché. On a vendu peut-être un peu trop vite une bonne partie parce qu'on ne pensait pas que ça irait aussi loin. Mais c'est effectivement un pari qui a marché. À un moment, on devait être à 15% du fonds en valeur immobilière. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à un peu plus de 6%. Vous aviez également une grande conviction vis-à-vis des automobiles. Et alors, là encore, vous avez réduit, il me semble. L'automobile aussi, on a réduit. Compte tenu des incertitudes de Grèce, on n'a pas voulu prendre un risque trop important sur la conjoncture économique de la zone euro, en pensant que de toute façon le secteur automobile avait très bien performé ces 3 dernières années. Et au lieu d'être à 10%, on est aujourd'hui plutôt à 6,5%. Est-ce qu'il y a de nouvelles thématiques qui émergent aujourd'hui dans le portefeuille? Alors, je ne sais pas si elles sont nouvelles, mais en tout cas elles sont nouvelles elles reviennent. La thématique des holdings, ce qui montre qu'on est dans un marché qui est quand même un peu chahuté, qui a perdu ses repères. Et du coup, la décote des holdings s'est accrue. Au lieu d'avoir une décote plutôt de 20-25%, comme à certains moments l'an passé, on est tombé à 30% sur certains holdings.
en particulier Wendel, qui entre-temps a plutôt consolidé sa structure financière, qui est devenu investment grade, ce qui est quand même un atout important pour se refinancer pas cher par l'émission d'obligations. Et donc là, le Wendel est revenu une ligne importante du portefeuille, avec aujourd'hui plus de 3,5% du fonds monétaire multicap. Alors vous n'avez pas que Wendel, hein, vous avez également Euraseo. Euraseo aussi, alors c'est une ligne moins importante, c'est une valeur qui est un peu moins liquide, mais c'est un peu plus de 1% du fonds NMC. Aussi FFP, donc c'est lié à l'automobile, des cotes structurellement très importantes depuis longtemps, mais peut-être qu'un jour ça s'atténuera, des cotes de l'ordre de 42%. Et Altamir, société, je dirais, à la gouvernance moins qu'ordinaire, mais à un prix qui à un moment était extraordinaire, comme dirait Warren Buffett, et donc qui est aussi une ligne de l'ordre de 1% du fonds. Vous aviez la conviction que Société Générale recelait un potentiel de 50% en novembre 2014. Vous avez toujours le titre en portefeuille, il a fait une dizaine de pourcents, vous conservez? Alors on conserve, on s'est même renforcé récemment. C'est un titre effectivement qui a pâti de son exposition à la Russie, donc qui faisait qu'en novembre dernier, quand le thème russe était plus important, c'était une des cotes qui était effectivement importante. On pense que les résultats sont en ligne avec les attentes, sont même plutôt bons, l'environnement n'est pas mauvais pour les groupes bancaires, et on pense que ça peut faire partie des sociétés qui ont un bon potentiel pour les trimestres à venir, et c'est une ligne à environ 4% du fonds. Veolia Environnement a été une des belles réussites des derniers mois. Là encore, vous aviez une très forte conviction. Bien vous en a pris, puisque le titre s'est apprécié de 30% depuis novembre. Vous conservez encore cette ligne, en dépit de sa performance? Oui, alors Veolia était un pari au début, et après ça est effectivement devenu une conviction. Le degré de risque a baissé grâce aux cessions d'actifs, grâce aussi à l'amélioration de la profitabilité. On est sur des métiers qui sont porteurs à long terme. Souvent notre erreur, c'est de vendre trop tôt, donc on essaye de se corriger et on pense qu'il y a un potentiel de re-rating, même si bien sûr une bonne partie du parcours a été fait. Ceci dit, c'est un titre qui valait 60 € en 2007. Il n'y a pas eu énormément de création de titres entre-temps, donc il n'y a pas une dilution massive, il y a une petite dilution par le paiement de dividendes d'actions qui est maintenant terminée. Donc voilà, ce qu'on a valorisé 60 à un moment, le voir aujourd'hui à 20, ça paraît beaucoup, un peu moins de 20, 18, 19, ça paraît beaucoup par rapport aux 6 ou 7 du plus bas, mais ce n'est pas non plus forcément énorme, c'est un potentiel de moyen terme. Et le potentiel de moyen terme, vous l'appréciez à combien de pourcents? Alors le potentiel moyen terme, ça dépendra de comment évolue la société, mais ça peut encore prendre 25% sans trop de problème. Mais ce ne sera pas du court terme, ce sera du régulier, du re-rating, des effets d'annonce sur d'éventuels nouveaux contrats et une meilleure visibilité de la société qui aura résolu une bonne partie de ses problèmes domestiques, notamment dans le domaine de l'eau. Donc pour résumer, Romain, aujourd'hui, le fonds est positionné et plutôt construit de façon équilibrée. Hein, vous n'avez pas pris de grands paris tant dans les typologies de valeurs, vous restez finalement sur les normes standards de Moneta Multicaps, hein, c'est-à-dire 50% de grandes capis, 35% de moyenne et puis une dizaine de small, avec un peu de cash, c'est ça. Vous ne privilégiez pas une thématique particulièrement, sauf peut-être les holdings. Là, il y a une affaire de valorisation à saisir, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc c'est un fonds pour le moment que vous voulez toujours plutôt équilibré et pas trop de risques finalement pris aujourd'hui par Moneta Multicaps. Les risques sont toujours pris sur les valeurs. C'est-à-dire on a des valeurs qui sont très importantes qu'on n'a pas en portefeuille, on a des valeurs qui ne sont pas dans l'indice et qui sont très importantes dans notre portefeuille. Hein. Donc les risques elles sont clairement prises ligne à ligne, mais on n'a pas mais c'est souvent notre cas, on n'a pas de pari macroéconomique implicite. Si ce n'est l'espoir d'une normalisation de l'environnement dans la zone euro. Hein, sinon, on ne serait que dans des grandes valeurs internationales en dehors de la zone. Et là, on est quand même à 60% dans des valeurs plutôt à dominante domestique. Vous connaissez la question, elle est rituelle. Aujourd'hui, vous conseilleriez, dans l'environnement qui est assez indécis, l'environnement boursier actuel, vous conseilleriez à un investisseur de rentrer sur les actions françaises ? Je conseillerais à quelqu'un d'être toujours investi sur les actions françaises. Ça m'éviterait de lui poser la question rentrez, sortez, car on n'est pas des market timers. Vous avez dit qu'on était de bons boursiers.
on est plutôt de bons dénicheurs de valeur que purement le sens de marché qui, pour moi, c'est quelque chose de très aléatoire. Et donc, je base pas donc, je recommanderais à quelqu'un d'avoir un pied dans le marché des actions de manière un peu structurelle. Ça lui éviterait de se poser de mauvaises questions. Ça sera le mot de la fin. Romain, merci. Merci Vincent.